Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir j'ai des installations de serveurs effectués, des serveurs PBS pour Proxmox Backup Server situés chez OVH Cloud. Je suis en train de refaire mes infrastructures de backup et j'ai décidé de mettre un PBS par nœud désormais plutôt que des PBS qui sont mutualisés entre plusieurs nœuds de plusieurs clusters. Ces serveurs, contrairement à ceux dont je vous avais montré l'installation dans une précédente vidéo qui doit dater d'il y a 1 ou 2 ans, repose sur la dernière version de PBS, donc à base de Debian 12 Bookworm. Alors OVH Cloud ne propose pas d'installation native de PBS, donc on va installer des serveurs sous Debian 12. On pourrait, c'est vrai, effectuer une installation directement depuis une image ISO, mais par expérience, comme il s'agit souvent de matériel très récent, ils peuvent parfois intégrer des patchs dans le noyau pour la compatibilité ou la stabilité du matériel, donc j'ai décidé de partir directement sur une Debian qui est pleinement supportée. Mais avant, si vous ne me connaissez pas déjà, je suis Christophe Casalegno, Brain Override sur Internet. Je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans, principalement dans la tech. Je suis passionné de sciences, de technologie, de biohacking et de plein d'autres choses encore que je partage librement sur cette chaîne. Bienvenue à vous et place à la pratique. Alors sur l'écran juste ici, ce que vous pouvez voir, c'est une fenêtre du manager OVH Cloud sur laquelle on peut voir les informations de la machine en question. Donc c'est un modèle Advanced Store, il est équipé de 32 Go de RAM, de 2 SSD NVMe de 960 Go et de 4 disques dédiés aux données de 22 Tera chacun. C'est une nouvelle gamme, je n'ai installé qu'une seule de ces machines il y a à peine quelques jours. Et donc ce que je vais commencer par faire, c'est simplement relancer l'installation de l'OS. Donc pour ça, je vais choisir un template OVH Cloud, type d'OS basique. Dans la liste, je vais venir choisir la Debian 12. Ensuite, Customize Partition Configuration. En fait, j'en ai pas vraiment besoin, je suis en train de réfléchir. Je vais laisser par défaut parce que ce qui nous intéresse principalement, ça va être les disques de données et on les configurera après installation. Le nom de la machine, c'est pbs1.fermi.scalarx.net. Ici, on me demande si j'ai une clé SSH déjà préinstallée. Je mets oui et ça ira bien. On lance l'installation, installation in progress. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. À tout de suite. Bon, après cette petite pause sportive, on revient à notre installation. Donc la machine côté OVH a été installée. Je vais procéder à deux opérations. La première, c'est que je vais désactiver les interventions automatiques d'OVH. Pourquoi? Parce que dans les manipulations d'installation, il est possible que je rende le serveur indisponible par moment. On va éviter de faire intervenir quelqu'un chez OVH, donc je vais la désactiver complètement pour l'instant. Une fois que c'est fait, je vais également ouvrir une connexion avec le KVM. Au cas où là encore, on aurait un blocage ou quelque chose à effectuer, c'est déjà prêt, on pourra intervenir sur la machine. Voilà, on se retrouve avec un accès clavier comme si on était directement connecté sur la machine. Au cas où, ça pourra toujours nous aider. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repasser sur la console. Alors cette petite partie, elle me concerne comme moi, elle ne concerne pas votre installation. C'est juste que j'ai le deploy de ma stack qui vient par-dessus, mais ça ne change absolument rien aux opérations d'installation de PBS que nous allons voir ensemble. Donc je vais juste lancer le déploiement de tout un tas de packages que j'utilise. Alors ce déploiement, il dure en général une dizaine de minutes environ de mon côté. J'en profite généralement pour faire un petit peu d'exercice, je danse ou je fais du sport. Alors notre installation s'est correctement terminée. Dans le même temps, je me suis logué en fait sur le serveur, ce qui m'a permis de taper le mot de passe et d'être déjà connecté dessus. Donc il a bien été installé. Je vais lancer un petit htop en espérant juste qu'il ne perde pas la session KVM parce qu'entre temps, durant l'installation, il l'avait perdu. On va revenir sur la console et on va se connecter sur notre serveur.
Ok, donc là, on est sur notre machine fraîchement installée. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est passer le serveur en IP fixe. Par défaut, ils sont installés en DHCP. Je crois que les nouveaux utilisent NetPlan. Avant, c'était systemd. Vous savez le grand amour que je porte à ces technologies. Mais en ce qui me concerne, utiliser du DHCP sur des serveurs de production, c'est du suicide. Il y a un petit changement qui a été effectué sur les installations OVH par rapport à avant. La gateway était systématiquement la pointe 254 de la /24 correspondante. Mais maintenant, on est sur un autre type d'adressage qu'on va venir noter qui est la 100.64.0.1 qui devra nous servir de gateway. Avant, on avait aussi parfois ce type d'information, mais elle se révélait inexacte. Ça fonctionnait avec la pointe 254 de la plage. Et j'ai remarqué sur une machine que j'ai installée 2 ou 3 jours avant que ce n'était plus le cas. Bon, je fais une petite pause parce que je me rends compte que c'est bientôt Halloween et il faut préparer le décor. Ah, la magie de la vidéo. Bon, dans la pratique, c'était un petit peu plus sportif que ça. Pour le résultat, ça donne ça. Sur ce, après ce petit interlude, un soupçon sportif, retour à la console. Donc pour remettre une IP fixe, la première chose que je vais faire, c'est préparer la configuration dans le ETC Network Interface, j'allais dire à l'ancienne. Pour ça, je vais récupérer l'adresse IP que je peux afficher avec un simple ifconfig. Moi, c'est l'IPv4 qui m'intéresse parce que je n'utilise que des IPv4 en production. On va aller éditer le fichier Network Interface qui n'existe pas par défaut. Et j'ai oublié de noter aussi le nom de l'interface. Alors, il se peut que ce nom soit modifié au moment où je vais couper certains services après un redémarrage. Donc il faudra peut-être, probablement qu'on le refixe. En attendant, je vais utiliser cette nomenclature. Et je viens vérifier ici le nom de la deuxième interface. Maintenant qu'on a le nom de l'interface, on peut retourner à l'édition de notre fichier. Donc ici, on a le nom de l'interface, je l'avais copié. Donc on va faire un iface, le nom de l'interface, inet statique. Ensuite, l'adresse que j'ai oublié entre temps, c'est terrible. On met ici le masque de sous-réseau correspondant et la gateway donc qui était ici la 100.64.0.1 si je ne dis pas de bêtises. Je vais juste vérifier. Ouais, on est bon. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, on peut spécifier les DNS ici, mais en général, je les mets en dur ensuite dans le etc resolve.conf. Alors ensuite, on aura une deuxième interface réseau à configurer qui est donc ENP9S, c'est S1 ou S0F1, j'ai un doute ici. S0F1. L'adresse 192.168, je crois que c'est 0, il faudra que je vérifie. 111, je vais quand même vérifier. Oui, on est bon. Et le netmask juste ici, on n'a pas besoin de configurer de gateway. Ça, c'est pour la configuration de l'interface du Verac qu'on va utiliser pour nos backups à 25 gigabits. Bon, maintenant, je vais en profiter. Ça doit être sûrement un alias, faire un truc systemd. Je vais dégager ça.
rajouter quelques services en dur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Installer ifub down, parce que par défaut, je pense pas que je vais le mettre tant qu'ils finissent. Il nous reste à dégager tout le reste. Système D, network D, je crois. Je sais même pas s'il est utilisé. Non, il n'est pas utilisé. Donc c'est netplan sûrement qui est utilisé. Thème CTL, status, on a quoi? Est-ce qu'il y a un service networking ou pas? Ok. Donc pour netplan, ça doit être ici. Je vais cramer ça. Hop, on n'en parle plus. On va déjà voir ce que ça nous donne comme ça. À mon avis, il y a des petites choses qui vont sauter. Ça va être sympa à regarder. On reboot la bête. Pendant qu'elle reboot, on va switcher sur Firefox, histoire de voir comment ça se passe. Alors, je pourrais peut-être mettre ça là. Comme ça, on peut toujours voir la console. Ici, je pourrais vérifier si ça vient pinguer. Bon, pour l'instant, ça ne sera pas le cas. Il faut patienter. Je vais sûrement mettre ça en accéléré parce que c'est un serveur qui peut être assez lent à booter. Plus ils sont gros, plus ils sont lents. Bon, maintenant qu'on a une machine qui est en cours de boot, on revoit, regardez à nouveau si ça ping. Ça ping pas, ce qui signifie très probablement que l'interface a changé de nom. Ce qui m'a semblé voir défiler, mais c'était un peu trop rapide pour moi. Donc, on va se connecter sur la partie KVM pour vérifier tout ça. Le boot aussi pourrait ne pas être terminé. Apparemment, il n'est pas terminé. Donc, j'ai peut-être juste tout cassé en allant un peu trop vite sans faire de vérification. Ça va être la surprise. Bon, alors, finalement, la machine a fini par booter. On n'a pas le ping. C'est pas bien grave, on va se connecter via le KVM. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais masquer le temps que je tape mon mot de passe, même s'il n'est pas censé s'afficher, et je reviens tout de suite. Voilà, on est connecté sur la machine, on va pouvoir vérifier s'il y a une IP de configurée. Il n'y en a pas. On a quelques touches qui posent problème au travers les KVM, donc on va utiliser en plus un KV virtuel pour s'aider. On a nos interfaces, alors apparemment, elles n'ont pas changé de nom. Elles sont juste pas configurées, probablement à cause d'une erreur que j'ai faite dans le fichier de configuration. Ah bah voilà, misplace option, j'ai juste écrit n'importe quoi. On va corriger ça tout de suite. Alors, où est-ce qu'on a écrit n'importe quoi? On a écrit n'importe quoi pour notre deuxième interface, où on n'a pas mis eFace et on a tout mis sur la ligne auto, n'importe comment. On va corriger ça. Que je peux vous effacer ce clavier. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Ok, c'est parti. Si on essaie de refaire un ifub, ça fonctionne. Allez, on reboot encore une fois. C'est parti. Alors la question, est-ce qu'on boot ou est-ce qu'on boot pas? Est-ce qu'on ping ou est-ce qu'on ping pas? Ah, il semblerait bien qu'on ping, ce qui est plutôt bon signe. Alors pour l'instant, il n'a pas encore fini de booter. Patience. Alors, est-ce qu'on peut se connecter maintenant? Bah oui, si c'est pas beau ça. Je vais vérifier si la deuxième interface elle ping bien d'autres serveurs sur le VRAC. La réponse est oui. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette installation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter les sources pour pouvoir installer Proxmox Backup Server en surcouche de Debian. Donc on va venir éditer le fichier apt-source.list. On pourra aussi lui dédier un fichier particulier. Et ici, je vais venir ajouter la ligne suivante. Ensuite, on fait un apt update pour prendre tout ça en compte. Alors là, on voit une petite erreur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que la clé ne peut pas être vérifiée parce qu'il ne la connaît pas. Donc, problème classique. Donc, pour ça, on va rajouter la dite clé. C'est fait. On recommence l'apt update. Cette fois, on voit qu'on est OK. Il nous reste donc à lancer l'install de proxmox-backup-server et proxmox-backup. Alors on voit qu'il installe un noyau en particulier.
Là aussi, il peut y avoir un impact sur le nommage des interfaces réseau. Maintenant que c'est installé, on fait une vérification en rebootant encore une fois la machine. C'est parti. Je pense que cette fois, on n'aura peut-être pas le ping. C'est pas grave, on fera un second dépannage. Alors, je profite de cette petite interlude pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo dans ces conditions. L'idée, c'est justement d'essayer de provoquer des situations où on voit surgir des petits imprévus qui peuvent vous arriver demain si vous êtes en train d'effectuer une installation, une manipulation quelconque, surtout si c'est la première fois. Dans la pratique, je vous montrerai dans une seconde vidéo comment faire en sorte que ce genre de problème n'arrive jamais. Mais s'y confronter est un excellent moyen de progresser. Aussi, pour vos premières fois, je vous encourage vivement à expérimenter directement au fil de l'eau s'il n'y a pas de contraintes de production, bien sûr, derrière, parce que vous allez apprendre beaucoup plus que si vous avez déjà quelque chose d'extrêmement bien processé qui se déroulera certes sans le moindre problème, mais où vous n'aurez pas appris grand-chose. Alors, voyons ce qu'il en est. Et là, on peut voir que le nom de nos interfaces réseau a été modifié. Donc, il faut qu'on vienne maintenant la corriger dans notre fichier network interface. Notre fichier, il est là. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est remplacer ENPS0F0 par son nouveau nom, c'est-à-dire ENP9S0F1, NP1 et NP0 pour chacun. C'est parti, donc pour ça, on peut utiliser un SED, tout simplement, ENP9S0F0, j'y vois pas très bien, là c'est un peu petit, slash, nouveau nom, ENP9S0F0, NP0, dans ETC Network Interface. Ok, une fois que c'est fait, on peut faire pareil pour la deuxième interface, donc qui elle s'appelle 90F1 et qu'on va remplacer par F1NP1. On peut vérifier si ça fonctionne en faisant un IFUP à la main. C'est pas le cas, j'ai dû me tromper quelque part. C'est vraiment petit pour moi. ENP9S9S0F0NP0. On est bon. Si je fais un IFUP dessus, on est bon. On peut vérifier la 1. On est bon aussi. On peut rebooter une dernière fois pour vérifier que tout va bien. C'est parti. Bon, on va tester si on a du réseau. La réponse est oui. Ok, on peut se connecter correctement. On peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la configuration sur l'interface de PBS. PBS tourne par défaut sur le port 8007. Il n'y a pas de certificat pour l'instant installé autre qu'un certificat auto-signé. Ça n'empêche pas de se connecter sur l'interface. Maintenant, on va se loguer sur l'interface en question. Et nous voilà connectés à notre Proxmox Backup Server. Petite opération que j'ai effectuée hors caméra. Je me suis rendu dans Certificate, Upload Custom Certificate, et ici je suis venu copier la clé privée et le certificat. De certificat custom que j'utilise pour cette infrastructure. Cette étape, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser un certificat Let's Encrypt, vous pouvez garder le certificat d'origine ou utiliser un autre encore certificat auto-signé. Ça va dépendre de votre use case. Maintenant, on va passer à la configuration des disques. Pour ça, je me rends dans la sous-rubrique Storage Disk de la rubrique principale Administration. Ici, il va nous afficher tous les devices de stockage qu'il va trouver. Donc, on a les 2 NVMe sur lesquels on a notre système d'exploitation et les 4 disques qui ne sont pas encore utilisés de 22 Tera qui vont être dédiés aux données, ici au stockage de nos backups. Je me rends sur l'onglet ZFS, Create ZFS, je lui donne un nom. Je laisse cocher par défaut de l'ajouter directement dans les data stores. Je choisis l'ensemble des disques et là on arrive au choix du RAID. En général, quand on utilise ZFS, c'est souvent pour utiliser un RAID Z. Dans mon cas spécifique, j'ai besoin de performances en écriture qui font que je vais choisir du RAID 10, mais j'ai des configurations avec du RAID Z, essentiellement du RAID Z2 ou du RAID Z3. Ça va dépendre là encore de la situation dans laquelle vous êtes et de vos besoins. Une fois qu'on a sélectionné l'ensemble des disques, on lance le processus de création. Il va prendre quelques secondes. Voilà. Donc,
on a bien notre ZFS qui a été créé. Si je repasse sur la console, que je fais ici un zpool status, on peut voir notre store ZFS qui est bien effectif. On retourne sur notre Firefox. Ici, on peut voir l'espace de stockage qui est disponible et comme il s'agit d'un PBS, vous pouvez voir le nombre d'hosts, de VM qui sont backupés, le nombre de snapshots que vous avez, etc., etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter un compte qui sera utilisé depuis nos clusters Proxmox pour venir exécuter les backups. Pour ça, je me rends dans Access Control, User Management. Ici, on va ajouter un compte. Je vais l'appeler PBS tout simplement. Je vais lui setuper un mot de passe, ajouter le compte. Par défaut, ce compte n'a aucun droit. Donc si on regarde ici, show permission, il n'en a pas. Ensuite, je me rends dans l'onglet permission, ajouter user permission, chemin. Donc moi ici, je vais lui donner l'accès à Datastore, utilisateur PBS, rôle, je vais lui donner comme accès Datastore admin, ajouter, on est tout bon. Bon, il ne nous reste plus qu'à venir intégrer ce serveur PBS au sein d'un cluster Proxmox VE et notre mission sera accomplie. C'est parti. Donc nous voici connectés sur l'un de nos clusters Proxmox. Dans la rubrique principale Data Center, je me rends dans Storage, ajouter un nouveau storage et dans cette longue liste tout en bas on va trouver Proxmox Backup Server. Ici il demande un ID, donc moi je vais l'appeler pbs1.fermi. Le serveur, je vais lui donner l'IP privé sur le rack qu'on lui a attribué. L'utilisateur, ça va être pbs sur le domaine Proxmox, PBS donc. Le mot de passe, le data store qui s'appelle ZFS Store. Je n'ai pas créé de namespace particulier. Je vais venir rajouter le fingerprint. Alors ce fingerprint, vous pouvez le trouver en cliquant sur le petit bouton Show Fingerprint de votre serveur PBS. On ajoute donc maintenant notre PBS1, il est là. On voit bien qu'on a nos 43 Tera de backup disponibles. Je vous ai coupé la partie gauche uniquement parce que j'ai des noms de pools de clients ou autres qui peuvent apparaître dessus. C'est uniquement pour préserver leur confidentialité. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vérifier si ce serveur fonctionne. Donc, je vais choisir une des machines qui est là, qui sont des machines internes. Donc, il n'y a pas de souci pour voir les noms. Je vais en prendre une quelconque. Celle-là, elle ne m'a pas l'air grosse. On va aller dans Backup, Storage, je vais choisir notre PBS fraîchement installé. Backup Now, Snapshot, c'est parti. Donc notre backup se déroule comme il faut. On va simplement attendre qu'il soit terminé et la mission sera accomplie. Et voilà, notre backup s'est effectué avec succès. Maintenant, si on vient faire un petit tour à nouveau sur notre PBS ici et qu'on vient sur notre ZFS Store, on va voir qu'il a un petit peu travaillé là. On peut voir le contenu de la VM 142 qui a été backupé dessus et de son espace. Une dernière petite chose que j'aime beaucoup sur PBS et je trouve que c'est ce qui manquait un peu au système de backup Proxmox d'origine, c'est la capacité de venir restaurer un fichier ou un répertoire directement depuis le disque. On peut aller s'y balader et récupérer tout un répertoire ou un fichier simplement en le téléchargeant. C'est vraiment pratique dans certaines circonstances où un client demande vraiment un fichier ou un dossier en particulier qui veut qu'on lui colle, pas forcément qu'on lui restaure sur le serveur. C'est vraiment un outil qui fait bien le job et qui permet de déléguer aussi assez simplement cette partie à des tiers peut-être moins techniquement qualifiés. Commentez, likez, partagez. À bientôt. Bye.